Le CIS, le corpus des inscriptions sémitiques, qui porte en fait un nom latin, a été créé à partir de 1867. Alors cette date de 1867 ne marque pas la création véritable du CIS, mais un rapport d'Ernest Renan qui proposait de créer une grande collection d'inscriptions sémitiques. Les inscriptions sémitiques sont les inscriptions qui sont rédigées dans les langues et dans les écritures sémitiques, en particulier l'hébreu, le palmyrénien, enfin disons toutes les formes d'araméen plus précisément, le palmyrénien, le nabatéen, etc. Également les inscriptions de la péninsule arabique. Ça s'est étendu plus récemment aux inscriptions de l'Éthiopie et aux inscriptions d'un vaste ensemble de pays du Proche-Orient jusqu'à l'Asie centrale qui ont utilisé la langue et l'écriture syriaque. Donc c'est un ensemble tout à fait considérable. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Renan en particulier, a souhaité créer un recueil qui soit en quelque sorte une publication définitive de ces inscriptions, avec non seulement le texte, mais aussi une bonne illustration, des commentaires développés, et si possible, rajouter aux textes qui ont déjà été publiés et qui sont repris dans ce recueil, des textes qui auraient été découverts par des missions qui étaient lancées par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc il s'agissait d'un projet assez novateur, très ambitieux, et comme tout projet ambitieux, il a réussi en partie, et puis également il s'est heurté à des difficultés. En ce qui concerne donc l'ensemble des inscriptions sémitiques, il n'existe plus véritablement un corpus comme le concevait Ernest Renan, à savoir une publication unique avec différentes parties. Il n'y a que certains domaines dans lesquels il y a des progrès importants qui peuvent être faits, qui sont encore vivants, les inscriptions éthiopiennes, les inscriptions de la péninsule arabique, qui est le domaine de l'épigraphie sémitique qui connaît une véritable explosion avec énormément de découvertes qui résultent de l'ouverture de la péninsule arabique à la recherche archéologique, et également une initiative plus récente qui est la publication des inscriptions syriaques, qui n'était pas dans le projet initial d'Ernest Renan, mais il a semblé que c'était le prolongement naturel de s'intéresser à ces inscriptions. Donc il a une part d'activité de publication papier pour un certain nombre de champs, comme je le disais, à savoir le syriaque, les inscriptions d'Éthiopie, d'Arabie, et d'autre part, il conserve des archives tout à fait importantes qui remontent à la Fondation. Il y a donc quelques 2000 lettres qui ont été conservées dans le cabinet du corpus. Il y a évidemment tous les documents qui ont été nécessaires pour la préparation des volumes, à savoir des calques des inscriptions, des estampages, c'est-à-dire des empreintes qui sont faites en frappant un papier humide sur la surface de la pierre et qui donnent donc une image très fidèle des inscriptions. Il y a évidemment beaucoup de photographies, il y a des notes de toutes sortes, et il y a aussi les rapports de toutes les personnes qui ont été envoyées par l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour aller collecter des inscriptions dans des régions diverses, mais principalement quand même au Proche-Orient et surtout dans la péninsule arabique. Ces archives présentent un intérêt, disons d'abord, conservent des images, des pièces archéologiques, des inscriptions telles qu'elles étaient au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et bien évidemment, beaucoup de pièces ont souffert depuis. Ça peut être des actes de malveillance ou simplement l'usure du temps, la pollution qui entraîne des dégradations, etc. Donc on a des images anciennes de ces pièces archéologiques et ces images peuvent aider quand il y a des opérations de restauration à redonner à une pièce archéologique l'état qu'elle avait il y a quelque temps. Donc il peut y avoir cet aspect très utile. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est-à-dire touchant dans tout domaine scientifique, il n'est pas mauvais de comprendre
comment la discipline s'est construite, quel a été le rythme des progrès méthodologiques, par qui ont-ils été introduits, etc. Et il est toujours bon de remettre en question les catégories, les classements qui ont été faits, etc. Les documents sont le matériau de base pour écrire l'histoire, pour écrire un récit historique. Il est important que ces matériaux soient accessibles sous une forme aussi sûre, aussi définitive que possible. Et donc, l'ambition très grande de Renan de faire un corpus de ces inscriptions sémitiques de l'Orient aussi exhaustif et aussi définitif que possible avec les illustrations, les commentaires, donne une documentation qui est toujours extrêmement précieuse. Et donc, c'est une entreprise qui a joué un rôle très important à un moment donné du développement des recherches sur le Proche-Orient, en particulier en rapport avec la naissance du christianisme, en rapport avec la naissance de l'islam. Maintenant, cette phase documentaire n'est pas totalement achevée parce qu'il y a de nouveaux terrains qui se sont ouverts, en particulier la péninsule arabique. Les travaux récents portent d'une part sur du rétrospectif, disons par exemple, il y a eu des fouilles en Égypte, fort anciennes, faites par Clermont-Ganneau, et un certain nombre de pièces de poterie avec de petits textes tracés à l'encre n'avaient pas été publiés, donc 2 volumes ont été publiés récemment. Il y a des inscriptions d'Arabie qui sont publiées régulièrement, et comme je l'ai mentionné, il y a aussi des inscriptions syriaques. C'est une extension du champ couvert par le corpus qui date d'une dizaine d'années. Et donc là aussi, c'est une collection qui est encore vivante. Donc il y a des collections qui continuent à se développer. Il y en a d'autres qui sont pratiquement arrêtées, sauf à la marge quand il s'agit de publier un lot de documents qui n'a pas encore été réuni sous forme de volume. On ne vient au cabinet du corpus que pour consulter des photographies, des estampages, vérifier une lecture. Donc ce sont des spécialistes qui ont besoin de consulter les archives du corpus qui y viennent, éventuellement aussi, puisque maintenant on crée des bases de données, quand il y a des documents d'archives, y compris des photographies d'inscription, de moulage, etc., qui n'ont pas encore été numérisés, donc on a des cas de numérisation de ces archives pour que ce soit mis à la disposition du public le plus large.